c'est pas grave. J'ai juste commencé à m'intéresser à ça. À un moment donné, je voyais des articles dans différentes revues. Puis ça attirait ma curiosité. Puis à un moment donné, j'ai, euh, j'ai eu un cours à l'université, puis dans un des chapitres, on voyait l'évolution des étoiles, dont un chapitre sur la spectroscopie. Donc là, ça a piqué vraiment là, ma curiosité. Fait que j'ai fait le saut après ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te faire une petite chronologie personnelle. Comment est-ce que j'en ai venu à ça? Puis la présentation va avoir pour but là, de vous donner comme un aperçu des lectures que j'ai faites. C'est quoi un spectre, les différents spectrographes, CCD ou DSLR. Les deux sont applicables, mais vous allez voir les limites et les prouesses de chacun. Puis quelques petits exemples de mes débuts. Malheureusement, j'aurais aimé ça plus en inclure, mais le dernier mois n'a pas été trop phénoménal en termes de beau temps et de nuages. Mon intérêt, comme je disais tout à l'heure, ben, j'ai mis une des articles qui avait attiré ma curiosité, mais il y en a d'autres aussi. La revue AstroSurf, je pense en France, qui publie souvent des textes intéressants sur tout ce qui est accessible pour les amateurs. Mais aussi, comme je disais, en 2012, là, j'ai eu une formation, un cours à l'université, puis il y avait un chapitre là-dessus. Puis ça a piqué pas mal ma curiosité. Par la suite, je me suis documenté. Je vais vous montrer tantôt les principaux livres qui sont d'intérêt, surtout quand on commence. Puis c'est vraiment fait pour amateurs. Là. Quand on commence, c'est pas trop élaboré. Là. C'est juste parfait. Puis après ça, ben, début 2013, j'ai acheté le premier, le SA100. Le 200 n'était pas disponible à l'époque. Puis je me suis amusé un petit peu avec ça, mais il y a différents logiciels. Fait que là, tout en jouant, moi j'ai décidé que AirSpec était le logiciel que j'aimais le mieux. Par contre, il est payant, lui. Il n'est pas gratis. Fait que je vais vous les montrer plus tard. Par la suite, j'ai mis ça un peu de côté. Je voulais utiliser mes équipements remote. Il fait fret l'hiver, on vieillit. Donc, j'ai testé ça. Je n'étais pas content avec les lags de mon... je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais le système laguait à cause de la vitesse du réseau. Fait que là, j'ai tout changé mon réseau. Je me suis mis en Windows 8.1, changé les informatiques, tout le kit. Fait qu'au mois d'août, là, ça a commencé à se stabiliser. J'ai commandé le nouveau 200. Je me suis commandé un deuxième 100, puis vous allez voir pourquoi. Puis là, depuis septembre, quand le ciel est beau, je me suis amusé un petit peu avec ça. Fait, j'ai mis ici, je ne m'attarderai pas trop longtemps là-dessus, j'ai mis un peu de documentation sur le web. Ça va peut-être vous servir comme lecture, mais comme ce bonhomme-là ici, Lead Better, lui, il est un des premiers là, qui a utilisé ces filtres, spectrographes-là. Puis, par exemple, par la suite, il y a comme Valérie Desnoux, LCL, qui est en arrière du logiciel VSpec. Puis Christian Bill, vous le connaissez pas mal tout pour ses CCD. Lui, il est en arrière du logiciel ESIS. Sheliak Instruments vendent les Star Analyzer, puis Patton Hawkley, eux, les font. On peut les acheter aux deux endroits. Fait que c'est les différents livres, les principaux, qui sont plus accessibles. Il y a les deux de Jeffrey Hopkins. Lui, c'est son dernier. Il vient avec un CD, puis il y a beaucoup d'exemples là-dedans. Juste en lisant celui-là, en faisant les exemples, vous allez apprendre énormément. Puis tous ces exemples sont faits avec AirSpec, le logiciel qui est payant. Par contre, le livre de Harrison, celui-là, c'est la base. C'est vraiment un bijou comme livre. Il y en a deux, mais celui-là, là, il est quelque chose. L'an passé, j'avais parlé des How to Use Them, la série de livres. Là. Il y en a pour peut-être une vingtaine, sinon plus. Là. C'est une collection fantastique pour l'amateur. C'est vraiment sérieux.
Il donne de la théorie, puis la deuxième partie du livre, c'est toujours des projets d'amateurs. Fait que c'est un bijou comme livre, là. Je vous recommande ces lectures-là. Un peu de définition. En lisant tout ça, il y en a qui me disaient Serge, tu fais de la spectroscopie, de la spectrométrie, de la spectrographie, un spectrographe, un spectromètre, un spectroscope. Là, je dis wow. Maintenant, quand on lit les plus vieux livres, les plus vieilles définitions, ils mélangent un petit peu de tout. Parce qu'il faut dire que dans les années 80, CCD pour l'amateur, c'était pas disponible. Fait qu'il y avait d'autres façons de les diviser. Maintenant, là, les livres parlent de spectrographe parce que la majorité du temps, à base d'une image, c'est là qu'on va faire l'analyse des spectres. Puis la spectroscopie, c'est l'ensemble de tout ça. C'est qu'on va prendre la mesure, on va, à base des images, on ferait les mesures, puis on essaye de trouver la composition chimique de ce qu'on regarde. Fait que c'est les deux termes les plus employés là, dans le domaine. C'est quoi un spectre? Il y a 3 genres de résultats, dans le fond, quand on fait l'analyse de ça. Si on fait juste le spectre d'un gaz, on analyse un peu l'empreinte ou le fingerprint d'un gaz, on va avoir un spectre d'émission. C'est qu'on va avoir des barres de couleurs, puis là, ça nous donne, chaque gaz a sa propriété. Si on fait passer, on analyse la lumière d'un spectre, on va avoir un spectre continu. Ça veut dire qu'on va avoir une genre d'arc-en-ciel, du bleu au rouge. La différence, c'est que quand on met les deux ensemble, c'est-à-dire une source de lumière qui passe au travers d'un gaz, ça va donner un spectre d'absorption. Puis ça va nous donner, dans le fond, les propriétés du gaz qui passe au travers d'une lumière. Pourquoi on a besoin de ça dans le ciel? C'est que si on regarde le gaz en noirceur, on ne pourra pas en voir la propriété. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on regarde une étoile, en principe, on voit son atmosphère ou sa photosphère, dépendamment là, si on regarde le soleil ou autre. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose, quand on reçoit le spectre d'absorption, on reçoit aussi l'atmosphère terrestre. Parce que la lumière va traverser l'atmosphère stellaire, mais elle va aussi traverser l'atmosphère terrestre à un moment donné. Une autre façon de le présenter, c'est qu'on a un gaz chaud de l'étoile qui passe au travers de l'atmosphère, puis ça va donner un spectre d'absorption. Dans le fond, la lumière blanche, on a la substance, puis on a le prisme ou le réseau, parce que le filtre Star Analyzer, c'est un réseau sans prisme, puis ça va donner le spectre d'absorption. Vous voyez ici la bande plus foncée, là, dans le rouge, ça c'est l'atmosphère terrestre. C'est le O2, dans le fond, l'oxygène de la Terre. On va tomber un petit peu dans la classification des étoiles. Moi, je vais m'attarder sur les étoiles de type A aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est très facile d'aller chercher une des bandes d'hydrogène de Balmer, qui est la H-bêta. Vous allez voir des images de courte exposition. On va chercher H-bêta vraiment facilement. J'ai fait mes exemples tous sur Vega. La littérature conseille aussi de commencer avec Vega, fait que j'ai décidé d'y aller avec ça. Mais ce petit tableau-là, cette catégorie-là de Morgan Keenan, ça nous donne un peu, selon les types d'étoiles, les métaux qu'on peut en tirer en analysant les spectres. Ça donne une idée un peu de ce qu'on peut aller chercher. En termes de classification d'étoiles, j'ai mis ici un diagramme de HR. Ça nous donne un peu la classification des étoiles, la température, puis un peu quelques noms d'étoiles les plus connus. Donc Vega, qui est à la limite entre le A et le B, donc qui tombe dans le A0. Mais on pourrait prendre Altaïr aussi, ou d'autres, Sirius, comme étoile. Pourquoi j'ai mis le diagramme? Je vous invite à lire un peu sur ce diagramme-là. Ça va vous donner toute l'évolution stellaire. Beaucoup de compréhension là, dans le domaine de l'astronomie.
Ça aide aussi à comprendre pourquoi on étudie les spectres. La classification, souvent, c'est très simple. On a toujours les classifications principales là, qu'on reconnaît avec la fameuse phrase là, "Oh, be a fine girl, kiss me". Mais c'est plus compliqué un peu. Là. Ça s'est étendu. On a ajouté un W pour les Wolf-Rayet, puis il y a les LTY, puis RNCS pour les naines brunes, puis les étoiles carbonées. Ça commence à, la classification commence à s'étendre. C'est ça qui est intéressant. À ce moment-là, il y a beaucoup d'études qui sont demandées dans ces séries d'étoiles-là, puis surtout les Wolf-Rayet qui sont en fin de vie. Fait qu'on demande beaucoup d'observations. Pour la classification spectrale, quand vous regardez dans des logiciels comme Chelix, par exemple, on vous donne toujours la classification. Puis des fois, il y a une petite nomenclature secondaire, mais ça ajoute une particularité des fois au type spectral. Donc, on a la classification du départ, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça commence à s'étendre, puis on commence à les subdiviser de plus en plus. À quoi ça sert le spectre en astrophysique? On calcule la température, composition chimique de l'atmosphère des étoiles, puis la vitesse. Les étoiles se déplacent, les raies d'absorption bougent. En calculant ces distances-là, on peut déterminer ces propriétés astrophysiques-là. Mais pour l'amateur, comment l'amateur peut servir là-dedans? Il y a différents programmes ProHam, professionnels amateurs, qui sont mis sur pied. Puis de plus en plus, pas juste en spectrométrie, en photométrie, en astrométrie. Puis même pour le Soleil aussi, les calculs du nombre de Wolf. Fait que de plus en plus, il y a des programmes qui se mettent sur pied. Puis les amateurs peuvent contribuer. Fait qu'au niveau de la AVSO, on parle de calculs, là, les supernovas, les novas, les exoplanètes. Tout ça, le spectre peut répondre à des questions. Mais on commence aussi à avoir des banques comme le B-Star Spectra qui demandent des banques de spectres qui accumulent pour la recherche éventuelle. Il y a eu des projets aussi Wolf-Rayet. C'était en Allemagne avec différentes universités, dont Montréal et Laval, je crois, excusez. Puis on demandait aux amateurs de participer, fournir des spectres pour étudier certaines étoiles, là, je pense dans la Cassiopée. Il y a différents petits projets qui sont mis sur pied. J'ai mis aussi une association ici qui est le SAS aux États-Unis. C'est une association qui regroupe des professionnels et des amateurs. Puis souvent, ils ont plusieurs projets scientifiques qu'ils mettent sur pied. Dans le dernier congrès qu'ils ont eu, Hopkins, qui a écrit les livres, a fait une présentation sur la spectrométrie, justement. On en vient au Bebel. C'est deux filtres. C'est des filtres 1.25. La majorité du temps, le SA5 est un réseau de 100 lignes par millimètre. Lui, il peut s'installer plus aux petits senseurs, les webcams, au DSLR aussi, malgré que le 200 peut faire aussi sur le DSLR. Puis les 200, on le recommande pour les télescopes avec une longueur focale plus longue. Fait qu'au départ, c'est bien, mais je l'ai essayé, puis c'est là que j'ai compris qu'on pouvait optimiser tout ça. Il y a quelques petites options aussi. On peut acheter un prisme qui se visse avec le réseau, qui donne un petit peu plus d'angle. On perd un petit peu de résolution, mais avec comme par exemple un DSLR, ça va très bien. Puis il y a des spacers aussi. Pourquoi il y a des spacers? C'est que selon certaines caméras, on doit mettre plus de distance. Tantôt, on parlait de back focus, puis c'est la même chose, il y a un même principe avec ça. La distance du filtre au senseur est bien important. Fait que dépendamment du type de caméra qu'on veut utiliser, parfois on a besoin d'un spacer. Il y a tout un système de calcul pour savoir lequel qu'on a besoin. Fait que dans mon cas, moi j'ai un RCX 12 pouces qui est à focale 5, une ST10, puis une OA filtre. Ce que ça me donne 33,5 mm
la distance du filtre au sensor de la caméra. Donc, quand on met le 200, avec toutes les en B1, les distances du télescope, en principe, je dois avoir 3 OK verts. Ici, si je prends la même chose, mais je mets le Star Analyzer 100 avec mon RCX, je me rends compte que j'ai ici une case blanche. Donc, ça peut fonctionner, mais je vais avoir un problème de résolution. On regarde la dispersion des lignes ou du graphique. Ça, on est à 20. Puis en principe, l'autre, pour avoir une bonne résolution, j'étais à 10. Fait qu'il y a une différence. On est capable d'utiliser les résultats, mais vous allez voir, je vais vous donner les exemples de ce que j'avais fait, puis que j'avais de la misère à traiter, puis vous allez voir la conséquence de ça. Donc déjà là, on voit là, le 200 puis le 100. Je dois utiliser, moi, le 200 avec le RCX ici, 12 pouces. J'ai une autre combinaison, j'ai un télescope guide qui est au-dessus du RCX, puis lui, j'ai fait le même exercice. Le SA100, 3 OK verts, puis lui, la distance, parce que le SA100, j'ai une roue à filtre aussi CFW8A, puis ce qui fait que la distance est à 44 mm, 44,7. Donc, j'obtiens 3 OK. Mais si je mets le 200, là, j'ai un problème ici, c'est les deux sont blancs. Donc, j'ai un problème au niveau de la distance du chips avec le filtre. Là-dedans, j'ai été en bin 1 aussi pour la ST7. Ça, je l'ai mis juste parce que dans un des livres de Hopkins, il mentionnait qu'il y avait une combinaison gagnante. Souvent, on a toujours un deuxième télescope qui traîne, puis une vieille caméra. Puis lui, il mentionnait que l'ami DSI Pro, avec le fameux SA100, puis un 8 pouces avec un focal reducer, puis un SA100, c'est une combinaison gagnante. Intéressant. Des fois, on a nos équipements prioritaires, mais on a notre vieux stock, dans le fond. Puis, ça peut être utile. Ça peut être utile des fois pour juste faire des tests, puis s'amuser avec ça. Fait que des spectrographes en dehors du Star Analyzer, il y en a d'autres. Il y a le ALPI 600, qui est un grading 600, qui coûte un petit peu plus cher, autour de 1200 $ à peu près. Il y a le LIRES, qui est fait en 3 modèles. Je pense qu'il part de 15 ou 1600 $, puis il va jusqu'à 4000. Donc, ça commence à monter quand on arrive avec ces objets-là. Puis celui-là, il est très dispendieux, le LISA. Là, on parle de 4000 en montant, dépendamment de l'équipement qu'on met après. Zbig en a fait des vieux modèles à l'époque, qui étaient surtout adaptés pour les caméras ST, surtout la ST7. Puis en fait, le DS7, là, qui coûtait très cher, puis même les modèles usagés coûtent encore cher, c'était un Grating 100 qu'il y avait là-dedans. Fait que c'était comme le filtre réseau qu'on achète. Fait que c'était quand même dispendieux. Là, présentement, ils en ont fait un nouveau. Ça s'adapte avec une petite caméra STI. Le prix avec la caméra, je pense que c'est autour de 800 $ américains. Puis, ce n'est pas un Grating 100 qu'il y a dedans, c'est vraiment un shot, un prisme. J'ai pas trop les détails techniques, mais apparemment, lui, il y a une slot, donc il y a une ligne, tu peux isoler l'étoile que tu vas chercher, puis tout ça. Fait que ça semble être intéressant, mais je ne l'ai pas vu travailler encore. J'ai l'intention de m'informer un petit peu plus là-dessus. Avec les DSLR, on commence à s'approcher, là. Avec les DSLR, ce qui est le fun, c'est que ceux qui ne sont pas défiltrés, on est limité. Donc, la fameuse O2, là, le fameux 760 là, qui représente la majorité de la couche terrestre, l'atmosphère terrestre, là, on ne la pognera pas. Si on a une caméra défiltrée, en principe, vous seriez capable de le pogner. C'est pas compliqué. C'est le même système que si on mettra un autre filtre où on installe la caméra, différentes bagues, des bagues T2,
Des fois, c'est des bagues 55 mm, des réducteurs 58. Ça, c'est ma caméra. Puis ça, j'ai une bague qui réduit de 58 à 55, parce qu'ici, mon ouverture est de 58 mm. Puis je mets l'adapteur 55 mm qui, lui, est filtré pour recevoir un fil de 1.25. Puis c'est un trépied, puis 15 secondes, on n'est pas obligé de guider. Ça fait juste une étoile qui n'est pas trop ronde, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est la plage de lumière. Puis c'est pas plus simple que ça, comme setup. On peut aussi l'adapter à d'autres petites caméras, comme la DSi Pro, ou par exemple une bonne vieille Celestron. Même chose, la Celestron, je pense qu'elle nécessite un spacer, mais les anciennes Imager Source aussi, des fois on a un vieux modèle, ça peut très bien faire l'affaire. Ce qui est intéressant, c'est que ces caméras-là vont faire un point à vie, comme quand on fait du planétaire. Puis on va aller juste chercher une séquence. On peut stacker les séquences aussi, puis on peut aller chercher le spec à partir de ça. AirSpec fait tout ça. C'est ça l'avantage, AirSpec traite les vidéos. Mais pour les autres types, comme un DSLR, on va analyser l'image. Il y a d'autres types aussi de grading qui se vend. Je ne les ai pas essayés, mais ceux-là, ça part de 100, puis ça va jusqu'à 1200. Je ne pense pas que passer 200, ça soit vraiment plus utile pour ce qu'on fait. On va avoir des plus petits graphiques, puis c'est pas nécessairement traitable, mais ça va à peine. Quelqu'un qui apprend, je serais curieux de les essayer. Probablement, je vais les acheter. Enfin, je vais les essayer. Ça me prendrait juste une bidule comme ça. Il faudrait que je me gosse une affaire de même là, pour rentrer les filtres dans le fond. Fait que pour l'acquisition de tout ça, c'est la même chose qu'une image. On fait des images, un logiciel d'acquisition d'images, si c'est un DSLR, un déclencheur souple. Les dark, les flat, ça dépend de l'exposition qu'on fait. Si c'est des petites expositions, 10-15 secondes, on n'a pas besoin vraiment de se casser la tête avec ça. Les temps de pause, mais ça varie selon la source de rayonnement. Si on va chercher des objets faibles, mais il va falloir probablement exposer plus souvent, puis stacker ces images-là ensemble. Même chose, les quick cam, les webcams, c'est en format à vie. On prend une séquence de ça, on peut même appliquer des flats puis des dark aux séquences. AirSpec fait ça. Puis après ça, on choisit le logiciel de spectroscopie qu'on veut utiliser. Ça, moi j'en ai retenu 3. Il y en a certains livres mentionnent d'autres que je n'ai pas nécessairement trouvé facilement sur le net. Ce qui se parle le plus de ce que j'ai lu, il y en a peut-être d'autres aussi, là, mais c'est surtout ceux-là. Visual Spec, ESIS, pas le groupe terroriste, là, mais c'est Integrated Spectrographic Innovative Software. Puis il y a AirSpec. AirSpec est payant. Par contre, il est en anglais. Par contre, l'avantage que j'aime de lui, c'est qu'il n'y a pas de livre d'instruction, c'est des tutoriels en vidéo. Je pense qu'il y a 28 tutoriels. Les 20 premiers expliquent comment le logiciel fonctionne, puis les 8 autres, c'est des mises à jour ou des améliorations que le logiciel a faites. Ça prend un après-midi à visionner, puis on sait comment est-ce qu'il marche, le logiciel, après. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique, puis il coûte 99$. Puis dans le fond, il en vaut le coup. Les autres i6, Visual Spec, j'avais de la misère à partir avec. Par contre, il y a beaucoup de documentation, c'est en français, c'est très poussé. Ce n'est pas des logiciels là, c'est vraiment des pros qui ont fait ça. Ça va à peine aussi de peut-être les regarder, mais je les trouvais compliqués. Faut dire que moi là, je commence, je suis dans le fond, j'apprends là. Fait que je voulais sauver du temps.
Puis j'ai trouvé le raccourci, là. Je pense que l'investissement valait la peine pour AirSpec. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas. J'ai coupé beaucoup de diapos au niveau de AirSpec parce que j'ai dit le but, ce n'est pas de vous montrer comment AirSpec fonctionne, c'est de vous montrer surtout que c'est possible. Fait que quand on prend une image avec une DSLR, là, je voulais faire des tests avec le SA200, je venais de le recevoir. Fait que j'ai pris Vega, une quinzaine de secondes, 25, puis j'ai analysé ça. Ça m'a donné un drôle de graphe. Cette partie-là du graphe n'est pas si mal. Ici, là, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais bon. Vega, quand on fait de l'analyse de Vega, on voit toujours cette petite coche-là ici. Là. Puis celle-là, c'est toujours l'hydrogène Balmer. Donc, puis on la voit même aussi dans le visuel ici. Là, on voit qu'il y a une petite bande sombre là, dans le bleu pâle. Fait que c'est très visible. Donc, quand on commence, puis qu'on veut apprendre, puis on veut tester nos temps de pause, Vega ou une étoile de type A, c'est plus facile. Fait que c'est un peu ça que ça donne. Une image, souvent on a l'étoile qui apparaît, qu'on appelle l'ordre 0. Puis on a le spectre qui apparaît. Là, il est en couleur parce que la T3 est en couleur, mais tantôt on va avoir du gris avec les SBIG. Ça, j'ai mis un spectre de référence juste pour vous montrer un peu que c'est pas si fou que ça, ma coche ici. Ici, on manque de détails, mais c'est pas évident. Là, ça demande un petit peu de travail au niveau de l'analyse du spectre. Par manque de temps, je suis allé bien sommaire. J'ai montré tout de suite que celle-là, on peut l'avoir. Fait qu'une fois qu'on a calibré ce graphique-là, dans le fond, qui nous donne en angstrom et qui nous donne la référence 0 pour l'étoile, là, on est capable de travailler. Fait que, puis là, après ça, on est capable d'aller voir si on est capable de trouver les autres. Probablement que celle-ci ici, là, ce serait celle-là. Puis après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas ici au niveau, peut-être l'atmosphère, le temps d'exposition aussi qui est peut-être en cause. Il faudrait que je vois. Soit c'est trop exposé. Ça peut être bien, parce que 20 quelques secondes pour Vega, c'est peut-être trop. Fait que c'est peut-être juste ça. Là. Fait qu'il faudrait que je continue là, dans ce que je veux. Tantôt, je vous ai montré une des slides qui montrait un spectre qui comparait dans le fond une défiltrée puis une filtrée. Voici ici, c'était pris avec une défiltrée parce qu'on voit le O2 là, qui apparaît, la petite coche. Moi, là, ça arrête à 6800. Puis ça, là, ici, c'est jusqu'à peu près dans le 7000. Donc, moi, ça n'est pas défiltré, ma caméra. Fait que je suis limité. Vous voyez qu'elle est très faible dans le rouge ici, au niveau du spectre. Fait que quand ce n'est pas défiltré, on est limité par tout ce qui est dans l'infrarouge. Fait que les débuts, j'avais un SA100, la ST10, puis là, vous allez voir les problèmes de résolution quand je parlais du choix entre le 200 et le 100. Je mettais mon image dans AirSpec, puis là, j'allais chercher un graphique qui est très, très collé. Cette valeur ici, j'aurais dû garder, mais je dois être à peu près... tu sais, au départ, j'ai parlé de résolution entre 10 et 20, mais là, je devais être à peu près entre 40 et 60. Puis là, ça donne un graphique qui n'est pas trop évident. Puis aussi la couleur qui est très tassée. Fait que là, il faut travailler un peu le graphique. On zoome ça un peu. Oups! On a, malgré le manque de résolution, on va chercher l'hydrogène l'hydrogène bêta quand même. Sauf que ça, c'était une addition de 50 images de 0.2 secondes à bin 2. Bin 2, là, je suis plus à 6.8 microns là, pour les pixels. Donc, ce qui arrive, c'est que je suis à 13.6. Je reprends mon calcul, j'ai un SA100, je suis à 13.6 en bin 2, la distance c'est 33. J'ai un problème ici, c'est en rouge. C'est plus en blanc, là, c'est en rouge. Là, ça me dit que faut que
j'augmente la distance entre le filtre et le chips. C'est impossible, là. Mon filtre, moi, il est dans une roue à filtre. Donc, la seule façon, c'est de changer de filtre. Donc, c'est pour ça que j'arrive avec un graphique qui n'est pas à point. Même chose, j'ai ressorti des vieilles images que j'avais faites avec mon CPC8 dans le temps. J'utilisais un SA100, puis j'avais la même caméra avec la roue à filtre. J'étais en bin 2. J'ai obtenu un graphique, oups, là, il y a plus dedans. Quand je grossis ça, ça fait c'est comme un graphique en coup de ciseau. Mais probablement que ce point-là, ça l'est mon hydrogène bêta. Sauf que si je regarde le calculateur, en bin 1, j'aurais eu une bonne résolution. Mais en bin 2, là, ça me dit d'agrandir la distance du filtre aux chips. Donc, ce qui veut dire qu'avec le CP8 puis le SA100, si j'utilise ma ST10 en bin 1, il faut que je prenne mes photos, et non en bin 2. Fait qu'il y a toute cette petite technicalité-là qui est à regarder. C'est pour ça qu'on obtient des graphiques tout croche. Mais on va chercher les éléments plus sensibles. Mais tout ce qui est le reste, là, ça ne sort pas. Fait que j'en ai venu à commander le 200, commander un autre 100, parce que ce que je voulais, c'est de mettre un 100 dans mon instrument en piggyback, puis mettre le 200 avec mon RCX, puis n'avoir un autre pour m'amuser avec le DSLR ou m'amuser avec mon C8 qui traîne dans le garde-robe. Fait que je voulais m'amuser avec tout ça. Fait que ce que ça m'a donné, ce que ça donne, c'est ça. Là, dans le fond, ma configuration en visuel, là, j'ai la ST7 qui me sert de guide aussi, avec la CFW8, la roue à filtre, donc le filtre est là-dedans. Ici, c'est la même chose, j'ai la ST10 avec le SA200 qui est dans la roue à filtre. Puis, bon, j'ai un focuseur, ça fonctionne très bien, là, finalement. En passant, j'avais les mêmes problèmes que toi. Il perdait son or, puis il pointait par en bas. J'avais une caméra avant guide, une Starshoot, puis c'était le fil. Puis le deuxième problème que j'avais, c'était le driver ASCOM de SkyX. Je l'ai changé pour le POTOB. Tout est parfait. C'est fantastique. Donc, ma combinaison adéquate. Comme je disais, le 200, je l'ai mis avec la ST10, puis celle-là est installée sur le RCX, mais je dois prendre mes photos en bin 2. Si je les prends en bin 1, ça ne marche pas. Donc, il faut que je me souvienne qu'avec le RCX, il faut que j'aille en bin 2 avec le 200. Avec le C5, ben là, avec le 100, je peux y aller en bin 1, puis je n'ai pas de problème, je suis tout en rouge, je suis tout en vert. Fait que c'est bien important, fait que c'est là que le 100 ou le 200 rentre en ligne de compte. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Ça va donner des résultats similaires, mais il faut vraiment tenir compte des instruments. Au départ, quand j'avais acheté mon 100, j'avais demandé au propriétaire de Cheliac, ça va-tu fonctionner avec la ST10, puis j'avais mon C8, puis il m'avait dit, oui, mais tu étais à la limite. Mais voyez-vous, tout à l'heure, quand je vous montrais ma photo, puis que le graphique qui était comme en dents de scie, il manquait de résolution parce que j'avais pris mes photos en bin 2 au lieu de bin 1, puis probablement que bin 1, j'aurais eu un meilleur résultat. Fait que, qu'est-ce que ça donne une image? Souvent, on a l'étoile, puis on a deux brans de bord à chaque côté. Puis là, vous allez me dire laquelle qu'on prend. Cassez-vous pas la tête. Quand vous embarquez ça dans un logiciel de traitement de spec comme un AirSpec, lui, il prend le bon bord. Vous ne serez pas capable de virer pour l'autre côté. Il ne voudra pas l'accepter. Fait que lui, il va choisir le bon côté. Fait que je pense que dans ce cas-là, c'est celui-là. Les autres, des fois, il apparaît des petites étoiles, là, mais ça n'a pas d'importance. Dans un vrai spectrographe, on n'aurait pas la partie noire. On aurait juste, dans le fond, on isolerait l'étoile avec une espèce de petite ligne, là, ils appellent ça un slit.
Puis là, on pourrait isoler juste ce qu'on va chercher. Fait que là, j'ai fait des premiers tests avec le 200, puis avec en bin 2, puis là, j'ai mis au début 7-8 images ensemble. Puis là, là, on voit que le graphique est beaucoup mieux travaillé. Probablement qu'il y a de l'information là, il y a de la distance à aller chercher. Puis ici, il y a une petite dent, là. Mais il manque un petit peu de jus. Puis le graphique est un petit peu mieux, mais il est difficile à lire dessus. Fait que c'est probablement résolution. Puis par contre, ici, je suis à 30. Je suis posé d'être à 10. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-dedans, c'est probablement l'exposition. Fait qu'il faut tout. Ça demande beaucoup d'ajustements au départ. Fait que c'est à force de jouer qu'on réussit à trouver un juste milieu. Donc là, c'est mes premiers tests, mais on voit qu'on va chercher de la lecture, on va chercher les bandes principales. Quand je mets plus d'images, j'ai mis 250. Il faut tester, il faut voir. Là, on voit que le graphique prend une rondeur, puis là, on perd des détails. Là, il y a probablement trop d'images. Mais on va chercher la petite coche encore du H-bêta. Fait qu'il y a quelque chose à faire là. Puis on voit qu'il y a une bande sombre ici. La bande sombre, là, on voit que le graphique il semble être beaucoup plus clair. Fait en exposant, on est encore à 30. En exposant, on va chercher un peu de lumineux, un peu de détails lumineux dans le visuel, là, quand on regarde le spectre. Mais le graphique, il n'est pas encore évident. Fait que, il me reste encore de l'ouvrage à faire. Je voulais vous en faire plus. Malheureusement, les ciels clairs, bon, j'étais en Europe la semaine passée, fait que ça a l'air que c'était beau une couple de jours ici. Puis le reste du temps, j'ai vraiment pas eu de ciel clair pour vous en faire d'autres. Désolé. Ça sera pour une prochaine fois. En termes de conclusion, je pense que c'est un spectrographe, les Star Analyzer, qui sont abordables. Pour apprendre, moi je m'amuse. Là, j'ai appris énormément juste en lisant les différentes lignes, les différentes lignes d'absorption, voir comment on va les chercher, les types d'étoiles. Bref, tout ce qu'on peut aussi aller en retirer comme données. Donc, je suis dans je suis dans mon gros stretch, ou dans mon élan d'apprentissage. CCD ou DSLR, ça dépend ce qu'on fait. C'est sûr que le CCD a plus de possibilités, mais une caméra défiltrée peut avoir aussi son utilité. Spectroscopie nécessite lecture. On ne peut pas s'adonner à ça sans lire. Puis, on commence avec les étoiles de type A. Peut-être qu'une fois tout maîtrisé, tout ça, je vais pouvoir m'aventurer dans différents projets pro-AM. Puis, je vous conseille aussi d'aller voir ces deux organisations-là, l'AAVSO, le SAS. C'est pas nécessairement juste pour la spectroscopie, mais pour différents autres projets d'observation qui demandent les amateurs. Fait que j'espère que oui. Moi, je les ai commandés directement d'Angleterre. Je n'ai commandé un, en fond, à Cheliac, puis l'autre chez Halsley. Puis c'est à peu près 200-220 pièces avec le transport du filtre. Le logiciel 99 US, c'est à peu près ça, ça varie. C'est sûr que moi j'ai 3 filtres, mais ça dépend de votre équipement. Vous pouvez tout de suite essayer d'évaluer lequel vous avez besoin, puis acheter le bon. Une des raisons pour lesquelles je suis venu ici aujourd'hui, c'était un petit peu pour la spectroscopie, parce que là, je viens de finaliser la construction de mon observatoire, donc il va être dédié à la photométrie CCD. Je vais faire des observations sur les variables spectroscopiques. Puis j'ai un petit peu une combinaison qui ressemble à ce que tu possèdes, genre un C11 Edge avec un réducteur de focale, une ST10, tout ça. Est-ce qu'il y a une limite à laquelle on peut travailler pour au moins tirer des résultats concluants sur ce genre d'observation-là, au niveau de la spectroscopie? C'est certain qu'on a sûrement une certaine limite à cause de la pollution. Ça va dépendre jusqu'à
jusqu'à quelle sensibilité tu es capable d'aller chercher, parce que souvent, par exemple, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de participer peut-être à des réseaux d'observation pour les wolfraies. Souvent, une wolfraie, c'est quand même observable, mais sont souvent en plein milieu dans Cassiopée où il y a énormément d'étoiles. Fait que tu vois un peu, quand je vais prendre une photo avec 1000 étoiles là-dedans, puis je vais en avoir des barres, là. Je vais avoir un paquet de lignes, je vais avoir probablement des lignes de spectres qui vont arriver par-dessus des étoiles. Donc, je vais avoir une variation d'un spectre. Ça ne sera peut-être pas facile, ça va peut-être me prendre un spectrographe rendu là. Mais oui, il y a une limitation à ce niveau-là. Les objets, dans le fond, la cible que tu vas aller chercher peut te créer beaucoup, beaucoup de problèmes, là, parce qu'il y a trop de population au travers ce que tu observes. Si je comprends bien, il faudrait peut-être enlever le réducteur de focale pour avoir un champ un petit peu moins grand, puis d'isoler un certain nombre d'étoiles pour en arriver à une bonne conclusion par rapport à ce qu'on a sur le spectre. Peut-être, mais faudrait-tu prendre le tableau, calculation, j'ai mis les adresses, puis au lieu de mettre 6.3 comme réducteur focal, faudrait-tu mettre si tu as un focal de 10, puis tu vas voir. Je serais surpris que tu aies un meilleur résultat, mais écoute, essaie-le, tu vas avoir ta réponse. Mais je suis rendu aux mêmes questions que toi, là. Je suis rendu là, je vais expérimenter tout ça parce que des fois, on m'a conseillé certaines choses, puis je n'arrivais pas au bon résultat. Puis quand je me sers de la grille de calcul, les personnes qui m'avaient conseillé étaient un petit peu dans l'erreur. Fait qu'il faut expérimenter un petit peu. Désolé de ne pas pouvoir aller plus loin, mais Juste un commentaire, je suis allé chercher un spec la semaine passée, oui. puis la dernière version est en français. Tu peux l'avoir en français. Elle parle français, allemand, anglais, bien Ben, sûr. je sais j'ai vu qu'il y avait une option qu'on pouvait même, Oui. nous-mêmes, manuellement, Ouais, changer les termes pour les mettre c'est dans ce la qui est langue de arrivé, notre sauf que choix. là, ils fournissent avec une version traduite en français, Ah, là, à partir du même utilitaire dont tu parles. OK. Donc, elle est complètement francisée. Les vidéos restent en anglais, par contre, mais Oui. moi, je peux te dire que j'ai utilisé les deux. Là. J'ai utilisé VSpec pendant quelques mois. OK. Et AirSpec, c'était dans un autre monde. Là. Bon, ben, C'est je suis mon ami content Robert, d'entendre là, ça. qui Je suis m'a content d'entendre suggéré ça. C'est vraiment un produit bien intéressant pour commencer puis avancer. Ben, je suis content d'entendre ça parce que j'ai eu la même réaction là-dessus. Là.